Une fois que l'on commence à s'attaquer aux causes profondes, on découvre qu'il s'agit d'une toile extrêmement complexe, de conflits et d'idées imbriquées qui ne cessent de se répéter. Une façon de rompre ce cycle sans fin. Et comme vous le dites, ce cycle ne concerne pas seulement les 10 dernières années, mais plutôt les 30 et quelques années depuis la fin de la guerre froide, voire un cycle encore plus long depuis 1945, remonte bien plus loin, jusqu'au 19e siècle, à la guerre de Crimée et à bien d'autres événements encore. Mais je soutiens que, comme vous le dites, nous ne savons peut-être pas encore comment y parvenir. Mais d'ordinaire, après une guerre, si l'on veut établir une paix durable, il faut mettre de nouvelles idées sur la table. Et nous n'en sommes même pas encore à la première étape. C'est pourquoi je dis que nous ne sommes qu'à la fin du commencement. Où sont ces nouvelles idées? Au lieu d'idées nouvelles, nous voyons l'Union européenne et la plupart des puissances européennes redoubler de fièvre guerrière, cette russophobie virulente, cette volonté d'effacer la Russie que même les États-Unis jugent excessive. J.D. Vance, Hegseth et d'autres, non pas parce qu'ils aiment la Russie, mais parce qu'ils préféreraient se concentrer sur la Chine, qui est peut-être le seul élément nouveau dans tout cela. En d'autres termes, ils perpétuent une vision de la politique internationale fondée sur des sphères d'influence conflictuelles. Comme vous le suggérez, si l'Ukraine n'est pas un pont, elle devient une barrière, et ainsi de suite. Luther devrait, pour ainsi dire, utiliser une technique classique de négociation, monter d'un cran, si l'on veut, et essayer de considérer la situation de manière plus large, plus globale, ce que je pense que nous devons faire. Le premier élément de cela consiste donc à susciter un nouveau débat sur ce que vous avez appelé un système de sécurité pan-européen. Oui, mais cela ne sera peut-être qu'un reflet d'une communauté politique pan-européenne plus vaste. Il semble absurde d'en parler, ou même d'y penser en ce moment. Mais c'est précisément dans les jours les plus sombres d'une guerre qu'il faut commencer à penser l'impensable. Comment y parvenir? Je ne sais pas. Mais c'est là qu'intervient le second volet. Car le danger, dans tout cela aujourd'hui, c'est que cette guerre, c'est une autre guerre civile européenne. Et bien sûr, c'est ainsi que les Trumpistes le perçoivent, d'ailleurs, de plus en plus, comme une guerre civile européenne endémique. Et en effet, dans une grande partie du Sud global, on la considère comme une autre guerre du Nord global. C'est pourquoi tant de pays du Sud global ne veulent rien avoir à faire avec cela. Ils n'ont pas rejoint les sanctions. Ils disent simplement « Regardez, ces Européens ridicules, ils ont eu une guerre mondiale, ce n'était pas suffisant pour eux. Alors, ils en ont eu une deuxième. Et maintenant, ils en veulent une troisième. Eh bien les gars, nous ne voulons rien avoir à faire avec ça. » Mais cela nous conduit alors à l'autre grand danger d'aujourd'hui, à savoir celui qui menace le système international fondé sur la Charte des Nations Unies. Nous voyons déjà les Ukrainiens tenter de l'exploiter autant qu'ils le peuvent, mais finalement pour le dénigrer, le briser, le détruire. Et bien sûr les Israéliens aussi, ils n'ont que du mépris. Nous avons vu que Trump, dès les premiers jours de 2026, a retiré les États-Unis de combien déjà? 56 organisations internationales. Ainsi, les États-Unis se détachent non seulement de l'Occident politique, de leur système d'alliance atlantique, ce que beaucoup accueilleraient favorablement, estimant qu'il est temps de mettre fin à l'OTAN. Cette organisation a très bien rempli ses fonctions plutôt destructrices depuis 1989. Mais ce que nous devons maintenant constater, c'est qu'il se retire également du système international fondé sur la Charte que les États-Unis ont tant contribué à établir en 1945. C'est, à mon avis, catastrophique. Nous avons de nombreux commentateurs russes qui affirment qu'il est temps de construire des institutions parallèles, peut-être à travers les BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai ou des institutions financières alternatives au système de Bretton Woods.
comme la Banque mondiale et le FMI. Eh bien, c'est peut-être une façon d'essayer de sortir de ce cercle vicieux où, depuis 4 ans de guerre, nous ne faisons que répéter les mêmes choses encore et encore depuis 2014, en répétant les mêmes débats encore et encore depuis 1989. Qui était pour l'élargissement de l'OTAN? Qui était opposé? Oh, les Européens de l'Est voulaient rejoindre l'OTAN. Comment aurions-nous pu les en empêcher? C'est une façon de penser tellement banale et stérile. Nous devons repenser la politique internationale d'une manière nouvelle. Et c'est là que les mouvements pour la paix, que la pensée pacifiste sont si importants. L'ancien modèle classique des relations internationales à l'américaine repose entièrement sur la politique de puissance, et ainsi de suite. Eh bien, vous savez, beaucoup diraient que l'humanité fait face à de nombreux défis, et pas seulement des défis environnementaux ou autres, mais aussi des opportunités. Les avancées technologiques de ces dernières années sont extraordinaires. Le fait que nous puissions être assis ici à parler sur cette machine est tout simplement incroyable. C'est de la science-fiction. Et pourtant, que faisons-nous constamment? Nous gaspillons cette opportunité. Et maintenant, les Européens veulent passer les prochaines décennies à se réarmer. Notre magnifique ministre des Affaires étrangères, Yvette Cooper, était dans votre pays, dans le nord de la Norvège hier, appelant à de nouvelles défenses massives à Kirkenes, comme nous dirions en anglais. Elle était là-haut, je crois, l'autre jour. Et bien sûr, nous venons d'envoyer une énorme force militaire au Groenland, un soldat, pour le défendre contre notre allié. Mais tout cela devient, vous savez, un niveau de politique tout à fait burlesque. Na meall gathí si, Nus wij stir de woorden plus de spoilerid grot vooral Greenland gadalik nu aan voyer de. We sent two. D'accord, bien joué. No, it's not very impressive at all, but Non, ce n'est pas du tout très impressionnant. Mais je me demande si vous n'êtes pas un peu optimiste quant à la nouvelle répartition internationale du pouvoir. Car, maintenant que, eh bien, dans le passé, du moins d'un point de vue de réalisme politique, lorsque le pouvoir était concentré en Europe, on pouvait supposer que la concurrence entre les puissances européennes aboutirait à ce qu'elles se partagent plus ou moins le monde entre elles. Cela avait donc un certain sens. On pouvait avoir cette Europe fragmentée, mais qui restait tout de même le centre du monde. Mais maintenant que la répartition du pouvoir s'est déplacée de manière spectaculaire loin de l'Europe, et cela est tout à fait évident, comme en témoigne aussi la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui accorde si peu d'importance à l'Europe, à sa pertinence. Dans une telle Europe, nous ne pouvons vraiment plus nous permettre ces lignes de division. Nous ne sommes plus le centre du monde. Ainsi, si l'Europe est aujourd'hui divisée, ce n'est pas comme après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les États-Unis cherchaient à renforcer les États de première ligne et à les placer dans une position favorable. Désormais, une Europe divisée signifie que les Européens de l'Ouest deviennent trop dépendants des États-Unis, tandis que la Russie devient peut-être trop dépendante de la Chine. Et cela permet aux États-Unis de transformer toute cette dépendance, qu'elle soit économique ou sécuritaire, en loyauté. Les Européens finissent donc par devoir faire tout ce qu'on leur dit, ne devenant que plus faibles et moins pertinents. On pourrait penser que s'il n'y a jamais eu un moment pour que l'Europe essaye de faire, eh bien de faire ce que la Charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990 appelait de ses vœux, ce serait maintenant. Une Europe sans ligne de division. Vous voyez maintenant qu'au moins la répartition du pouvoir lui est favorable, car après la guerre froide, je comprends pourquoi nous avons opté pour l'hégémon, c'est-à-dire que les Européens se sont alliés aux États-Unis afin que nous puissions avoir une hégémonie collective. Vous savez, si les Russes avaient rejoint une Europe commune, cela n'aurait pas entraîné l'Amérique de la même manière.
Ce ne serait donc pas devenu un système d'hégémonie collective. Il y avait là une forte incitation. Mais aujourd'hui, l'ordre unipolaire a disparu. Je ne vois tout simplement plus les mêmes, enfin, d'un point de vue structurel, je ne vois plus les mêmes incitations à maintenir l'Europe divisée comme elle l'était autrefois. Je veux dire, de mon point de vue, rediviser l'Europe était le prix à payer pour garder les Américains présents et concentrés sur l'Europe. Mais si les Américains la relèguent de toute façon au second plan, pourquoi faisons-nous de la Russie un ennemi? Cela n'a vraiment aucun sens. En effet, et pire encore, nous avons suivi le mouvement et détérioré nos relations avec la Chine dans une certaine mesure. Ils essayent maintenant de réparer les liens. Mais comme les États-Unis ont lancé la guerre des tarifs en 2018, l'Europe a ensuite suspendu le traité d'investissement sur lequel on travaillait depuis des années, et ainsi de suite. En effet, cela n'a pas de sens. Ce que nous voyons maintenant, clairement, c'est un découplage du système de puissance atlantique. Mais, comme vous le savez, la stratégie européenne consiste à attendre que cela passe, à tenter, pour ainsi dire, d'apaiser l'énergie démoniaque de Donald J. Trump et à espérer qu'en 2028, un nouveau dirigeant soit élu et que la normalité soit rétablie. Je ne vois donc pas qu'il y ait beaucoup de réflexions stratégiques au-delà de cela, sauf dans un sens plutôt néfaste, says that Savoy-Ramby, he Ireland. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, soutient désormais que l'Europe doit se construire comme une puissance militaire. Ce qui, bien sûr, est censé à bien des égards, si c'est fait dans un esprit positif, pour dire que l'Europe doit se tenir sur ses propres jambes et devenir un acteur indépendant. Mais qu'est-ce que l'Europe? Le Royaume-Uni est parti. La Norvège n'en fait pas partie, même si elle est très proche de l'Europe. Mais ce n'est pas cette Union européenne. Je pense que l'une des leçons de cette guerre est que sur un plan fonctionnaliste, certains éléments de l'Union européenne seront reproduits sous un nouveau format. Mais cette Union européenne est très clairement en train d'être reproduite. Nous ne savons pas comment cette guerre va se terminer, mais je pense qu'elle va mal se terminer. Elle se termine déjà mal pour l'OTAN. Elle a été discréditée, et ainsi de suite. Et je pense qu'il en va de même pour l'Union européenne. C'est pourquoi je pense que nous devons commencer à nous demander quel type d'Europe voulons-nous après cette guerre. Celle que nous voulons est celle qui figurait à l'ordre du jour en 1945, puis à nouveau entre 1989 et 1991. Et c'est, comme vous le suggérez, une vision pancontinentale. Bien sûr, ce serait une Europe post-américaine, mais non anti-américaine. Qui travaillera avec les États-Unis? Qui souhaite être en conflit? Là encore, il s'agirait de revenir véritablement aux fondements normatifs de l'Union européenne, en tant que projet de paix. Mais en ce moment, l'Europe est en train de se reconstituer, cette Europe post-américaine, comme un projet de guerre. Une longue guerre, comme on le dit, comme l'ont averti Mark Rutte et d'autres, contre la Russie, une guerre générationnelle. Et en effet, au Royaume-Uni, on parle d'une guerre de toute la société, ce qui signifie bien sûr ce qu'ils entendent par là. Il faut une répression interne. Certains d'entre nous en ont vraiment ressenti les coups durs, la censure, et ainsi de suite. C'est une voie catastrophique. C'est pourquoi je pense qu'il est si important de définir une alternative, et celle-ci doit être une vision véritablement progressiste et pancontinentale. Ce sera difficile. Et dans ce cadre, une OTAN résiduelle, une Union européenne résiduelle et reconstituée joueront un rôle. Mais nous devons créer quelque chose de nouveau. Vous savez, une confédération nord-eurasienne serait, selon moi, la voie à suivre.